Bonjour, je voudrais faire aujourd'hui une courte introduction sur le sujet du dépôt des marques. On a parlé à plusieurs reprises sur le podcast de la protection de la propriété intellectuelle en Asie et en Chine en particulier. C'est un sujet crucial et justement, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Easy Trademark China, un service qui existe depuis 2015, créé en Shanghai par des professionnels chinois et européens de la propriété intellectuelle. L'entreprise a déjà procédé à des centaines de dépôts de marques pour des clients étrangers en Chine. C'est sa cible et c'est justement le service qu'ils offrent. Si vous ne parlez pas ou si vous ne lisez pas le chinois et que vous voulez déposer une marque en Chine, ce service est fait pour vous. Easy Trademark China fonctionne en coopération avec le cabinet d'avocats Koster Associates, dirigé par le français Nicolas Koster à Shanghai, avec également une présence sur Paris. Le service est 100% sûr, vous voulez définitivement éviter les arnaques dans ce domaine. Et Easy Trademark China est une agence officiellement enregistrée en Chine auprès du Chinese Trademark Office. Leur engagement, c'est de rendre le processus simple, rapide, avec un budget maîtrisé. Simple, parce qu'il suffit de faire le dépôt en ligne sur leur site internet easytrademarkchina.com. Ça se fait en anglais ou en français. Ensuite, vous recevez des alertes email à chaque étape d'avancement de votre dossier qui est actualisé en temps réel et consultable 24 heures sur 24 sur le site. Rapide, deuxièmement, car enregistrer une marque en Chine, ça peut prendre du temps. Ça peut vous retarder sur l'avancement de votre entrée sur le marché chinois. Donc là, le temps, c'est vraiment de l'argent. Être rapide, c'est crucial et Easy Trademark China s'engage à déposer votre marque sous 12 heures. Pour conclure, en termes de budget, le tarif est forfaitaire. Pour être totalement transparent, il y a différents packages qui s'adaptent à vos besoins, que ce soit un forfait marque, une recherche d'antériorité ou un renouvellement de marque. Pour vous faire une idée, c'est très simple. Allez voir sur easytrademarkchina.com, le tarif est affiché directement sur le site internet, c'est la première chose qu'on voit en cliquant. Si vous avez la moindre question, je vous invite à les contacter directement. Il y a un formulaire en bas de page en cliquant sur Contact Us sur le site internet. Je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les contacter de la part de Sésame Asie et vous serez bien accueillis. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélien. Salut Raphaël. Aurélien Joly, merci de nous recevoir depuis Hong Kong. Donc ça fait quelques années qu'on se connaît Aurélien, on s'est croisés pas mal en travaillant dans la même industrie, dans le consumer electronics, tout ce qui est hardware startup, toutes ces boîtes de l'IoT qui font des gadgets divers et variés. Et tu es un expert dans la distribution de tout ce consumer electronics. On a dit qu'on ferait pas trop d'anglicisme, mais là ça commence mal parce que je sais pas comment traduire consumer electronics. Donc depuis 11 ans à Hong Kong, avec donc une grosse expertise sur la distribution, le retail, de tout l'IoT dans toute la région APAC. Donc ça va, tu nous expliqueras, mais jusqu'à même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute l'Asie et la région APAC. Ton entreprise s'appelle Unlock APAC, justement, donc tu es directeur et tu la représentes à Hong Kong. Mais pour commencer, Aurélien, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. Écoute, merci Raphaël pour cette introduction et puis merci pour l'opportunité de faire ce podcast avec toi. Alors, Unlock APAC, c'est une société de consulting. C'est une boîte qui a un petit peu plus d'1 an maintenant. On a également un bureau au Royaume-Uni avec 12 employés là-bas. On est 2 sociétés distinctes, sauf qu'on travaille en étroite collaboration. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide les marques, donc comme tu as dit, dans le domaine du consumer electronics, un peu de EdTech. Donc, le EdTech, c'est tout ce qui touche au domaine de l'éducation, mais avec certaines technologies. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est nos 2 créneaux principaux. Et donc nous, on amène ces marques sur tout le marché Asie-Pacifique via un réseau de distributeurs et de retailers avec lesquels on travaille depuis plus de 10 ans. Moi, essentiellement, c'est un réseau que j'ai créé à travers toutes mes expériences professionnelles. C'est un réseau qui continue de grandir chaque jour.
et qu'on essaie de mettre à profit avec de nouvelles marques. D'accord, donc justement, toutes les startups à hardware en France, donc startup hardware, donc toutes les startups qui font par opposition au software, donc qui font des objets connectés ou des objets divers et variés, tout ce que les startups peuvent faire, qui nous écoutent, forcément l'Asie, ça les intéresse, les grands marchés quand on sort de l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie, et tu es un expert, toi et ton entreprise, tu es là pour les aider, et on va parler de ça dans les détails, quoi. Donc je pense qu'il y aura pas mal de trucs hyper intéressants, parce que de s'improviser sur la distribution en Asie n'est pas évident d'expérience pour avoir touché aussi à ce domaine. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails, mais pour commencer, ce qui est marrant, c'est qu'on va faire la boucle un peu avec un précédent épisode, c'est que tu as commencé ta carrière chez Native Union. On a reçu Igor Duc, qui est le CEO, le fondateur de Native Union, une entreprise donc qui fait des accessoires pour smartphones essentiellement, qui a un gros succès. Hein. D'ailleurs, cet épisode est un des meilleurs épisodes du podcast. Hein. J'invite tout le monde à aller l'écouter. Igor Duc est vraiment un super storyteller pour abuser des anglicismes. Mais donc raconte-nous comment t'es arrivé en Asie, comment tu t'es retrouvé à travailler chez Native Union, et c'est un peu ça qui t'a mis le pied dans cette industrie, parce que quelque part tu faisais de la vente chez Native Union et ensuite t'as continué dans la même direction, c'est bien ça? Ouais, alors c'est tout à fait ça. Donc moi je suis arrivé à Hong Kong en 2010 à la fin de mon master en commerce international que je faisais en parallèle avec la France. Et donc je suis arrivé dans une boîte en fait qui faisait qui vendait des matériels d'extérieur et des barbecues. Et en fait, il se trouve que mon patron à l'époque, c'était John, et John est devenu le partenaire d'affaires d'Igor chez Native Union. Donc, c'est une boîte qu'ils ont montée alors que j'étais stagiaire pour John. Dans le même Et coworking space, non? Parce que j'essaie de me souvenir, ça fait quelques mois l'épisode d'Igor, mais il me semble qu'il a rencontré son partenaire, donc John, dans un coworking space à Hong Kong, c'est ça? ouais, ils partageaient le même bureau, c'est ça. D'accord. Je pense que Igor l'a même mentionné dans le Ouais, podcast, mais ouais, à la ouais, c'est bien base, ça, c'est Igor, bien ça. Ouais, il était dans les meubles également. ouais, Donc, exact. Ouais. donc voilà. Et ils ont eu cette idée de lancer une gamme de produits qui avait pour but de changer la façon dont on utilise notre smartphone au niveau des appels. Et donc, essentiellement un produit qui a cartonné, qui s'appelait le PopPhone. Et donc, grâce à ce produit, essentiellement, la boîte a décollé à 100 à l'heure. Donc ce fameux Et combiné à l'ancienne, là, comme sur les vieux téléphones, mais qui se branchait sur un smartphone, quoi. Et voilà, qui s'est retrouvé en couverture de magazine avec Lenny Kravitz. Enfin, Igor raconte tout ça et ça a été une super aventure. J'imagine que tu as vécu avec eux. ouais, c'était super. C'était super de voir un produit qui a eu autant de succès dès le départ. Donc en fait, il y a eu tellement de choses à faire au début. Même si j'étais stagiaire pour John, ils ont fait la bascule pour moi essentiellement vers Native Union très rapidement. Et donc voilà, donc j'étais en charge du développement commercial, de la relation avec les clients, les premiers clients de la boîte. Mhm. Tout ça s'est fait très 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 rapidement. Euh, et donc voilà, donc j'étais stagiaire, j'ai fait environ 6-7 mois dans la boîte. Et à la fin de mon stage, ils m'ont tous les deux offert mon premier job en fait. Donc je les remercierai toujours pour cette opportunité. Et donc voilà, donc c'est à partir de là où j'ai commencé à mettre les pieds dans ce domaine on va dire, de l'électronique grand public, pour traduire le consumer electronics en français. Et c'est un peu ça qu'on cherche à chaque Euh, fois, non? Là, ce produit-là, le combiné de téléphone, là, c'était une réussite extraordinaire. Mais j'imagine que toi, aujourd'hui, dans les clients avec lesquels tu travailles, il doit y avoir des clients, voilà, où il y a une activité qui tourne, mais voilà, sans plus. Et ce que tu cherches, c'est un peu les tickets gagnants, non? C'est le truc qui va devenir le gadget à la mode et où tu vas faire 10 fois plus de chiffre d'affaires qu'avec un autre produit, non? Il y a un peu ce genre d'idée. Exactement. Ouais. Alors c'est compliqué parce que des produits comme ça, on n'en voit pas tous les jours. On y reviendra un peu après dans le podcast, mais j'ai eu la chance de faire deux produits à succès dans ma jeune carrière, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui a été vachement formateur, c'est que en fait, quand tu as du succès, tout le monde vient vers toi. Mhm. Donc c'est plus du pull que du push. Mhm. Euh, euh, et, euh, et en fait, il faut faire les bons choix. C'est là où c'est super important quand on est une jeune marque et qu'on a beaucoup d'intérêt d'un seul coup. Il faut savoir prendre du recul
et savoir faire les bons choix. Donc, des fois, c'est pas facile quand on n'a pas d'expérience dans l'industrie, dans le domaine. On a tendance à faire confiance à beaucoup de monde, sauf qu'il faut avoir quand même un degré de méfiance malgré tout. Et donc voilà. Donc chez Native Union, on a fait beaucoup de on a nommé des distributeurs sur plusieurs marchés, certains avec lesquels ça a très bien fonctionné. On a créé des relations superbes qui ont amené sur des résultats vachement positifs. Mais forcément, le revers de la médaille, c'est que des fois, on s'est trompé et qu'on a fait des rendez-vous avec des distributeurs qui n'ont pas amené de résultats et qui ont amené des problèmes après par la suite sur certains marchés pour Ouais, voilà. Parfois, tu le lances développement de la marque. sur un marché avec un distributeur, mais ça marche pas, donc tu changes de distributeur. Enfin, c'est pas une science exacte, quoi. On tâtonne souvent, quoi. Donc, mais comme tu le dis, plus on a l'expérience, je veux pas faire ta pub, mais quelque part, c'est quand même ton fonds de commerce. C'est ce que t'apportes d'avoir un relationnel avec des distributeurs déjà avec lesquels tu travailles, avec qui tu sais que ça marche bien. Plus on a l'expérience, plus on augmente les chances de réussite quelque part, quoi. Voilà, en fait, c'est ce qu'on met en avant, nous, chez Unlock EPAC à ce jour, c'est toute l'expertise, c'est le relationnel qu'on a construit avec tous ces distributeurs depuis nombre d'années. C'est plus facile d'amener une marque dans les bras de certains distributeurs avec lesquels on travaille très bien, on connaît la façon dont ils fonctionnent, on sait que si on les met avec ces distributeurs, les résultats vont suivre, qui vont faire du développement commercial, qui vont faire du développement marketing également sur leur marché. Donc en fait, c'est une sorte de, comment tu dirais en français, shortcut. Un raccourci. Ouais, voilà, c'est une sorte de raccourci. On met les marques en relation avec les bonnes personnes pour dire de tabler sur un développement commercial stable parce que si on refaisons un pas en arrière, parce qu'on rentre dans le vif du sujet, mais bon, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont jamais travaillé dans la distribution ou quoi, donc je pense que ça peut être pas mal de dresser un peu le portrait de cette industrie. Donc les produits dont on parle, donc typiquement ça peut être c'est du consumer électronique, donc ça peut être des téléphones, ça peut être des gadgets divers et variés, ça peut être des câbles USB, etc. quoi. Et donc il y a plusieurs échelons, quoi. Il y a la marque, donc voilà, Apple c'est une marque qui va par exemple travailler avec un distributeur, donc ça peut être, on va dire, sur un pays, je sais pas, sur la Thaïlande, il y a un distributeur qui gère les produits Apple. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est juste un exemple théorique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des retailers. Je sais pas s'il y a un bon mot en français pour dire retailer, mais retailer, ça va être la revendeur, en fait. Revendeur, ouais, ça va être la Fnac, Darty, c'est les gens qui ont des magasins, quoi. Et qui aujourd'hui vont être online et offline, quoi, à la fois des magasins physiques et à la fois le e-commerce, quoi. Donc c'est ça les différents échelons, on peut dire, marque, distributeur, retailer. Exactement, c'est ça, t'as tout bien résumé. Donc les revendeurs, eux, qui vendent après aux consommateurs finaux. Donc moi, le conseil que je donne aux marques à chaque fois, c'est de ne pas se tromper qui est le client dans cette boucle, en fait. Le client, c'est le client final, c'est la personne qui achète le produit soit en ligne, soit dans les magasins. Les distributeurs, c'est des partenaires d'affaires. C'est ceux qui sont entre deux, qui sont responsables d'importer les produits sur le marché, c'est eux qui représentent la marque sur leur marché, c'est eux qui vont vendre la marque aux acheteurs, donc chez ces revendeurs. Donc il faut pas se tromper. Les distributeurs, c'est pas des clients, même si c'est eux qui achètent les produits aux marques. Il faut les considérer comme des partenaires d'affaires. Et c'est la façon dont je fonctionne, et c'est ce qui permet d'avoir des résultats à la fin. D'accord. Et donc après, bon, forcément, il y a des distributeurs qui ont leurs spécificités. Certains ont toutes les connexions, certains prétendent avoir les connexions. Donc, encore une fois, il faut faire la nuance les personnes avec lesquelles on travaille. Des fois, il y a des beaux parleurs, comme on dit, et les résultats ne suivent pas. Mais ouais, donc voilà. Parce que typiquement, le distributeur va acheter du stock, du produit, et ensuite va le placer chez les retailers, qui eux sont donc responsables pour le vendre au client final. Et donc, quand tu parles de relations, c'est qu'un bon distributeur, il doit déjà avoir ses retailers, il doit déjà connaître la Fnac, Darty, locale dans son pays, et être capable, d'avoir validé même en avance. J'imagine qu'il y a un intérêt de ses clients pour le produit, d'avoir vraiment une relation établie, quoi. Ouais, parce que le timing, au final, c'est le nerf de la guerre. Quand tu es une marque qui cherche à s'étendre sur une zone,
Si tu fais des investissements pour être présent sur cette zone, t'espères avoir des résultats rapides, quoi. Donc, tu veux pas aller travailler un distributeur qui démarre tout juste, qui a pas forcément les bonnes connexions, qui va te prendre du temps pour justement essayer d'installer tes produits au niveau des retailers. Il vaut mieux travailler avec un distributeur qui connaît déjà tout le monde et qui peut amener les produits au niveau magasin ou en ligne très rapidement et pour que ça soit en face du consommateur final dans un même temps également, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on va reprendre là. On a sauté un peu sur ton parcours parce que tu as fait de belles choses. Tu as travaillé notamment avec Sphero, c'est ça? Ça a été une de tes grosses activités ces dernières années. Tu peux nous Ouais. rappeler qu'est-ce que c'est Sphero? Moi, je les ai vus beaucoup parce que quand j'étais dans l'industrie, enfin, moi, quand je vendais un casque de réalité virtuelle et Sphero était un de mes modèles en fait. Avant même qu'on se connaisse, c'est peut-être même pour ça qu'on s'est connus en fait, c'est que j'avais quelques marques modèles, tu vois. J'avais des Sphero, c'est une marque américaine qui marchait bien et je trouvais que leur marketing, j'allais même télécharger, il y avait ce qu'on appelle un brand folder là sur un site internet où tu avais tous les éléments marketing que par exemple le distributeur, le retailer pouvait reprendre pour faire je sais pas, imprimer un poster et le mettre en magasin, tous ces éléments-là. Enfin, tout est extrêmement bien fait, donc c'était vraiment un modèle dont je m'inspirais un maximum, quoi. Donc vas-y, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est Sphero et qu'est-ce que tu as fait pour eux, quoi. Donc en fait, ouais, comme tu l'as dit, Sphero, c'est une marque américaine. Moi aussi, c'était une marque que je suivais beaucoup à l'époque. En fait, ils avaient fait, c'est l'une des premières boîtes qui a créé une sorte de jouet connecté. Mhm. Donc en fait, maintenant, tout le monde a accès au smartphone, tablette, enfin, la plupart, et ils avaient l'idée de créer un jouet qui serait connecté et qu'on peut, comment dire, manier avec une tablette ou un téléphone. Donc Mhm. à la base, les deux fondateurs ont créé une boule en Une fait. boule, ouais. C'était Quand on parle une donc boule télécommandée pour faire simple, quoi. C'était pas une une voiture. boule télécommandée. Mais donc assez magique, quoi. C'est-à-dire que la boule se déplaçait, enfin tu la commandais avec ton téléphone et la boule qui faisait Exactement. la taille d'un point, elle roulait toute seule, quoi. On pouvait aller en avant, en arrière, donc un côté magique, quoi. Ouais, un peu la taille d'une boule de pétanque en Ouais, fait. ouais, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, ils ont eu cette idée, ils ont soulevé des fonds, ils ont créé une boîte à partir de ce produit. Et il se trouve qu'avant que je démarre avec Sphero, il faisait partie comment dire, un système d'incubation chez Disney. Ouais. Donc les deux cofondateurs et le directeur de la société, ils ont passé près d'un an au sein de Disney en Californie et ils recevaient des conseils de la part d'exécutifs chez Disney. Et il se trouve que à l'époque, donc ça c'était en 2014-2015, c'est juste après l'acquisition de Disney de la licence Star Wars. Mhm. Et Disney avait de gros plans pour cette licence, avec justement 3 nouveaux films qui devaient sortir et qui sont sortis ces dernières années, qui ont fait un très gros carton aussi. Et donc, lors d'un meeting avec Bob Iger, donc là pour la petite anecdote, Bob Iger qui était le CEO de Disney, maintenant il est juste chairman, Mhm. il me semble. En fait, Bob Iger a montré l'un des personnages principaux de cette nouvelle série Star Wars qui s'appelait BB-8, donc qui était l'équivalent c'est un peu le nouveau R2D2. Et donc c'est un robot qui est en forme de boule Mhm. avec une tête par-dessus. Et donc c'était entre guillemets une copie de Sphero, quoi. Finalement, le mariage Disney-Sphero s'est fait naturellement. Et donc, dès qu'ils ont vu Donc le Sphero avait déjà le produit et quand ils ont vu ce nouveau R2D2 là, excuse-moi le nom m'échappe, ils sont fait c'est ouais, exactement. BB-8. T'avais juste à rajouter une petite tête au-dessus de la sphère et ça y est, t'avais fait une version objet connecté de ce personnage pas Disney quoi, de ce personnage Star Wars. Ouais, donc à ce niveau-là, tout était confidentiel, si tu veux. Mhm. Sauf que les deux cofondateurs, ils ont donné un coup de fil au niveau de la boîte. Ils ont parlé avec leurs ingénieurs, enfin tous ceux qui travaillaient sur le développement produit. Et ils ont dit, écoutez, on a vu ce nouveau personnage de Disney, c'est comme notre produit, et en plus avec une petite tête par-dessus. Essayez de travailler avec des aimants pour essayer de connecter
la tête sur le robot et que ça reste toujours en place. Parce que la sphère tournait, mais il fallait que la tête reste au-dessus, quoi. Reste en place au-dessus, ouais. Donc c'était un peu technique, mais au final, ils ont réussi à faire quelque chose. Et en fait, en 24 heures, ils sont revenus vers Disney avec une vidéo, avec un prototype forcément. Donc ça ressemblait à rien, ce qui est BB-8 à la fin, pardon. Et donc voilà, donc tout s'est fait de là. Et à partir de là, Disney a dit, écoutez, on vous donne le produit, vous avez l'exclusivité pour créer un jouet connecté qui sera lancé en même temps que le film. Et c'est un jouet qui a fait un carton phénoménal. Moi, j'ai rejoint la boîte quand elle tournait à peu près à 20 millions d'euros, 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui était déjà une belle petite réussite, quoi. C'était déjà sympa. Mais après, là, ils ont passé un cap tout autre, quoi, c'est ça? À l'époque, ouais, c'était déjà une belle réussite. Et en fait, j'ai vu la boîte devenir une start-up à 100 millions de dollars en même pas 6 mois de temps. Les demandes, enfin les commandes, on n'arrivait pas à suivre en fait. Ouais. Il y avait tellement de demandes, les produits étaient en rupture de stock partout. Mais partout. C'est un peu comme la PlayStation 5 aujourd'hui. Sauf qu'on n'était pas PlayStation, on était Sphero. Donc, c'était difficile à gérer. Mais ouais, ça a été un super carton. Je pense qu'il y a énormément de monde qui a acheté ce produit parce que c'était un peu hype et tout le monde souhaitait essayer la technologie. Et donc voilà, donc ça a été très formateur. Même moi, je l'ai acheté, je dois avouer. Je sais pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu te lassais quand même au bout de 5 minutes. Hein, moi, c'était un beau truc, mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu trop vieux déjà pour le gadget, quoi. C'est un produit qui coûtait $150 à l'achat pour les consommateurs finaux, donc c'était pas très, enfin c'était assez cher, quoi. C'est un budget. Ouais. Et ce que tu viens de me dire, je l'ai entendu énormément de fois. Les gens ont acheté le produit, ils ont joué 2-3 fois avec, et après c'est devenu collector en fait. C'est resté sur le dessus de la cheminée, mais n'empêche que ça a permis à la boîte de croître. Ouais. Et ce Bob Iger, je t'entends regarder parce qu'en fait, il est connu, quoi, le CEO de Disney. J'ai commencé à lire son livre, là, The Ride of a Lifetime. Il a écrit un livre sur ses 15 ans passés en tant que CEO de Disney. Donc, marrant que tu racontes une anecdote avec lui. Et toi, comment ça se passait, quoi? Toi, tu avais vraiment à gérer cette situation enfin, on fait quelque chose quand on est vendeur et que on n'a même pas assez à vendre et que tout le monde se bat pour avoir ton produit. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Ouais, à ce niveau-là, vendeur, c'est un grand mot parce que les commandes viennent à nous, donc on n'a pas à faire du forcing, de la vente, en elle-même. C'est plus la gestion de stock et la logistique au final. Ouais. Et puis essayer de gérer les relations avec tous les distributeurs parce qu'il fallait forcément donner des priorités à certains marchés. On va y revenir après, mais surtout sur les marchés porteurs où on savait que le produit allait se vendre en un rien de temps. Mais ouais, donc voilà, c'était une super expérience. C'était cool aussi de faire partie de cette aventure avec Sphero, une start-up américaine, de comprendre le style de gestion d'une entreprise américaine également, de voir des investisseurs venir dans la boîte parce qu'il forcément c'était devenu la boîte dans laquelle investir. Donc il y avait énormément de hype autour de Sphero. Et donc voilà quoi. Sauf que le mariage avec Disney, on va pas trop s'étaler parce qu'on pourra en parler des heures. Le mariage avec Disney s'est terminé au bout de 2 ans et demi parce que les produits qu'ils ont sortis sous les différentes licences Disney après BB-8 n'ont pas eu le même carton. Ouais. Et travailler sous licence, ça coûte énormément. Surtout la licence Disney, c'est l'une des plus chères au monde. Donc il y a beaucoup de royalties et tout derrière. Et pour se réinventer, Sphero a décidé de se porter sur le marché de l'éducation et donc créer des robots qui permettent d'apprendre le codage et le programmage aux enfants, on va dire à partir de 6-7 ans jusqu'au lycée, voire même au niveau universitaire. Et donc ça a été un marché énormément porteur aussi pour la boîte. Ce qui a permis la boîte de continuer à prospérer. Mais là, c'était un tout type de vente, c'est un autre type de vente, pardon. On travaillait aussi au niveau retail, mais c'était aussi créer un réseau de distribution au niveau éducatif
pour vendre aux écoles, aux enseignants, et donc permettre aux enfants d'apprendre avec Sphero dans les salles de classe, en fait. D'accord, donc là c'est un travail commercial voilà, différent où il faut aller trouver de nouveaux clients et développer tout ce nouveau réseau de distribution, quoi. Ok, d'accord. Exactement. Ouais. Et donc toi, par la suite, donc tu as monté ta propre entreprise, tu nous parlais de Unlock APAC, où voilà, tu fais un peu le même travail, mais plus en mode consultant, donc t'aides, ça peut être des entreprises un peu comme Sphero, mais tu les aides à se développer dans la région et ensuite à être une extension de leur force de vente. Donc quelque part, c'est pas juste se développer au début, mais c'est même après de faire tourner le business une fois qu'il est installé, j'imagine. Parce que justement, comment on fait une fois le début, on l'imagine bien, quoi. Il faut démarrer la relation, il faut mettre les produits en vente en espérant que ça marche. Mais une fois, comment s'assurer que ça tourne, tu vois, une fois que le lancement est fait, quoi. Alors, nous, en fait, la spécificité d'Unlock, c'est que, en Europe, il y a beaucoup, la plupart des marques aiment, ils nous considèrent comme un agent, en fait. Sauf que nous, j'aime pas trop ce terme d'agent. Je préfère partenaire d'affaires, ou même, je dis même aux marques qu'on devient une extension de leur équipe de vente, en fait, parce qu'on travaille avec les emails des boîtes, on travaille avec tout le contenu de la boîte ici sur la zone. Unlock, c'est vraiment quand on signe les contrats avec ces marques, mais après ça, on travaille plus sous le nom de Unlock, on devient la marque au final. Et ici sur la zone Asie, il n'y a pas vraiment, moi ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de boîtes comme la nôtre, en fait, où il y en a très peu. Et par contre, c'est une zone où les marques veulent s'étendre, ils veulent ouvrir des nouveaux marchés, des marchés porteurs comme le Japon, l'Australie, la Chine, la Corée, Hong Kong, Singapour. Enfin, quand tu es une marque, tu aspires à être sur ces marchés. Et il y a énormément de marques qui sont à la recherche de ce domaine d'expertise. Et donc, on remplit ce gap, ce trou, en fait. Et c'est nous qui leur amenons toute cette expertise. Ah ouais, bien sûr. C'est quoi d'ailleurs tes marques aussi qu'on explique? Enfin, on peut le regarder sur ton site internet, ça sera plus parlant de voir des images. Mais donc c'est unlock-apac.com, unlock comme déverrouiller en anglais. Donc décris-nous un peu tes principales marques pour que ce soit un peu plus clair. Alors nous au niveau des marques, ce qui est important, c'est de ne pas prendre des marques concurrentes forcément, et de prendre des marques diverses et variées. Qui ont toutes leurs spécificités, mais qui ont une histoire derrière. Moi, ce qui me motive tous les jours quand je démarre mon ordinateur, c'est de me dire que je vais contribuer au succès des marques, je vais les amener sur la zone. Et donc voilà, c'est aussi essentiellement travailler avec des personnes qu'on aime, avec lesquelles on aime travailler. Donc avant de choisir les marques, je passe beaucoup de temps à comprendre qui travaille derrière la marque, essayer de comprendre le fondateur, pourquoi ils ont créé ce produit, etc., etc. Parce que nous, ça nous permet de créer une sorte de sales pitch par la suite. Et donc voilà. Et au niveau des marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, donc on a une marque qui s'appelle Osmo, qui est un peu notre marque phare. C'est un peu dans le même domaine que Sphero, c'est dans le EdTech. C'est un système éducatif pour les enfants avec la tablette. On travaille avec GoCube. GoCube, c'est entre guillemets le Smart Rubik's Cube de 2021. Donc c'est un Rubik's Cube connecté avec une application qui permet d'apprendre comment résoudre le Rubik's Cube. Donc à chaque fois, dans les deux cas de figure, on voit des enfants qui jouent avec une tablette et avec des objets connectés, où il y a vraiment une interaction, quoi. L'enfant peut toucher le Rubik's Cube et ça interagit avec ce qui se passe sur l'écran, quoi. C'est ça le principe. Exactement. C'est amener le jouet physique au niveau technologie. Sauf que aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les parents prêtent beaucoup d'attention à ce que les enfants ne passent pas trop de temps derrière un écran. Et là, ces deux marques, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'amener un temps productif ou un temps éducatif derrière ces smartphones ou tablettes qui sont partout dans la maison, quoi.
Donc, il y a un intérêt aussi pour les parents à ce que les enfants passent un temps productif derrière ces appareils. Bien sûr, ouais. Et après, au niveau des marques, on a une marque qui s'appelle 12 South qui fait des beaux accessoires pour tout ce qui est Apple, donc le MacBook, l'iPhone, l'iPad, enfin, etc., etc. On a une On marque voit, qui est on voit vachement... un truc amusant là sur la photo. Là, ça a l'air d'être un connecteur pour rendre Bluetooth, par exemple dans l'avion. Là, on branche sur le jack un petit dongle et ça permet de brancher ses écouteurs Bluetooth dans un avion, par exemple. C'est ça là. C'est ça si j'ai bien Ouais, compris. alors ce produit fonctionnait très très bien avant le Covid. Ouais, Malheureusement, j'imagine. Ouais. le fait qu'on ne voyage plus, on n'a plus cette opportunité d'être dans l'avion et de regarder un film pendant tout le temps du voyage. Ouais. Mais ouais, ce produit, comme tu l'as décrit, c'est un produit qui a très bien marché aussi pour la boîte. L'année dernière, ils sont plus portés sur la tendance work from home, donc télétravail ou travail à la maison. Et donc, c'est essentiellement des stands. Enfin, ce qui a bien marché, c'est les stands pour surélever ton ordinateur pour dire que tu sois dans une position optimale avec la caméra quand tu es en téléconférence, etc. Et puis plusieurs autres produits de la sorte. Mais une marque qui a très bien fonctionné pour nous depuis qu'on a commencé à travailler avec eux depuis un an, on va dire. C'est une toute petite marque allemande. Je pense que dans la boîte, ils sont une dizaine, qui s'appelle Paperlike. Et le fondateur de la boîte a créé ce film protecteur pour iPad qui permet de donner l'impression d'écrire sur du papier quand on écrit sur l'iPad avec l'Apple Pencil ou tout autre stylus Donc, c'est-à-dire qu'on utilise un pour ressenti, c'est ça? D'avoir une sorte de un ressenti. granulosité, Ouais. comme si on était sur du papier avec le stylo, quoi, au lieu d'avoir une sorte de truc qui glisse trop, quoi. Exactement, Et donc un parce que truc hyper simple, quoi. Parfois, c'est les produits les plus simples qui marchent le mieux, quoi. exactement, Avec, hyper avec simple. pas de certification, pas de batterie, pas de service après-vente compliqué, quoi. C'est quasiment une feuille de papier, enfin, plastifier le truc, quoi. Le produit qui coûte pas vraiment cher à produire, Donc avec des avec marges le conséquentes, on va en parler, mais quand on a parlé de la distribution, avoir des marges, forcément, c'est important. avec de très bonnes marges, oui, comme tu le dis. Tout le monde est ravi tout au long de la chaîne euh, jusqu'au consommateur final au final. Et ouais, donc c'est C'est un quand même lui produit qui en les plus paye, c'est lui qui les paye les marges. Mais bon, ouais, voilà. si le produit est bon. Mais c'est un produit encore une fois qui a cartonné parce que Apple a vendu énormément d'iPad au cours de l'année qui vient de se passer, justement par rapport au work from home, etc. Et donc voilà, comme tu dis, des fois, c'est les produits les plus simples qui amènent les plus beaux succès ou les plus belles surprises. Et donc, c'est une marque qui fonctionne vachement bien pour nous. Et puis on a plusieurs autres marques. Donc, une italienne qui s'appelle Tucano qui font des backpacks, donc des sacs à dos pour transporter tout ton matériel électronique ou ton ordinateur quand tu vas au bureau ou quand tu vas à l'école avec ta tablette ou ton ordinateur, ou même des sleeves, donc des sortes de pochettes pour juste porter ton ordinateur à la main, etc. Donc ça, c'est une marque qui a 36 ans d'expertise, qui sont basés à Milan. Et en fait, la particularité de notre travail avec eux, c'est que eux, ils sont basés à Milan et pour gérer la zone de Milan, c'est assez compliqué avec le décalage horaire, etc. Et eux, essentiellement, le fait qu'ils nous ont nommés pour la zone, c'est qu'ils avaient besoin de personnes sur la zone et qui permettent justement la connexion avec des distributeurs appropriés. C'est ça ton rôle, quoi. T'es sur le même créneau horaire que les distributeurs, que les retailers, etc. Enfin, si quelqu'un veut décrocher son téléphone, toi, t'es là pour répondre, même le matin par rapport à l'Europe, on va dire. Le matin en Asie, tout le monde est en train de dormir en Europe. À l'époque, quand tu pouvais voyager, j'imagine que tu faisais le tour de chaque pays pour aller, voilà, sur le terrain aussi rencontrer tes clients. Donc c'est un peu ça ton travail, quoi. C'est d'être sur place, quoi. Voilà, comme tout le monde, on a dû s'adapter. Hein, l'année dernière, on a fait beaucoup de télétravail et beaucoup de vidéoconférences. Zoom et Google Meet, je pense que c'est mes deux meilleurs amis au niveau travail. Mais ouais, comme tu le dis, en fait,
à la base, ouais, je voyageais énormément parce que ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure que la marque est bien représentée par les distributeurs. Des fois, on accompagne même les distributeurs au sein de meeting clients avec les acheteurs. C'est nous qui vendons la marque aux acheteurs directement. Mhm. Parce que des fois, quand tu vends, enfin, quand tu, C'est des produits un peu quand techniques tu, quelque part, donc ouais, pour bien les vendre. ouais, voilà, c'est bien technique des fois. Et puis, les marques préfèrent c'est comme si que c'était elles qui vendaient la marque aux acheteurs parce que les distributeurs, des fois, ils ont tellement de marques à gérer que Mhm. c'est compliqué de devenir expert sur chaque produit et d'avoir ce niveau d'attention que normalement il devrait avoir, mais des fois c'est pas facile. Donc c'est Mhm. nous qui apportons cette plus-value, on va dire, entre deux. D'accord. Donc toi, quelque part, c'est presque un peu plus reposant comme style de vie, j'imagine, d'être entre guillemets bloqué à Hong Kong. Mais comment tu t'es adapté, je veux dire, est-ce que au-delà de faire du Zoom, enfin, est-ce qu'il y a des limitations dans la manière dont tu fais ton travail? Est-ce que tu as trouvé des astuces pour travailler de manière différente? Ouais, alors je pense que ce qui est le plus dommageable dans tout ça, c'est tout ce qui est relationnel en fait. Mhm. Parce que nous, au niveau vente et représentation, on se base beaucoup sur notre relationnel. Donc, je dis pas qu'on a perdu à ce niveau-là, mais c'est pas pareil parce que quand tu rencontres un acheteur en face à face, tu construis quelque chose avec cette personne. Des fois, tout se passe bien et tout le monde est content, mais des fois, t'as des conflits, mais ça fait partie du jeu de la vente également. Mais c'est ce côté-là qui me manque beaucoup et aussi avec les distributeurs. Enfin, le relationnel, il se construit pendant les business meetings en fait, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors, comme dans toute industrie. Hein, quand tu fais un dîner avec des clients le soir, où tu parles business pendant un certain temps, mais il y a aussi toute la décontraction de la journée qui se fait valoir pendant le dîner. Et donc, c'est là où tu construis tes relations avec certaines personnes. Moi, il y a des personnes avec lesquelles je travaille, des distributeurs, que je considère même comme des amis aujourd'hui, parce que j'ai passé tellement de temps avec eux et j'ai construit tellement de bons moments, on va dire, que Mhm. voilà, c'est des personnes que j'ai sur mon Facebook, avec lesquelles Comment ça se on passe parle dans la région? Je veux dire, vu que tu travailles sur, je sais pas, tu peux nous le dire, mais un bon nombre de pays, est-ce qu'il y a des grosses différences culturelles justement sur la manière de faire du business et de construire ses relations personnelles? il y a énormément de nuances. Mhm. La zone, elle est super variée. J'ai tendance à dire qu'à longueur de journée, je mets différentes casquettes, si tu veux. Mhm. Parce que la façon dont tu vas gérer ta relation avec des Australiens qui sont vachement cool, relax dans la façon dont ils gèrent leurs affaires, en comparaison avec des Japonais, c'est totalement différent. Ouais, Au j'imagine. Japon, Ouais. tout est basé sur le respect, Du sur surfeur australien au salaryman japonais, ouais, c'est un peu les opposés. Je pense qu'on peut pas faire pire. Ouais. ouais, voilà. Là, je t'ai pris les opposés, mais ouais, mais il faut comprendre. Il faut comprendre toutes ces nuances pour pouvoir faire de bonnes affaires sur la zone parce que voilà, il y a des codes à respecter sur chaque marché, chaque Est-ce qu'il y a type des de. fois, est-ce que tu as eu des incompréhensions culturelles? Donc peut-être plus avec les cultures asiatiques, où j'imagine quand même qu'avec l'Australie, ça doit quand même tourner plus facilement, non? Mais je sais pas. Avec l'Australie, oui, je vais te dire que c'est simple, hein, Ouais. entre guillemets. J'ai une petite anecdote, donc ça, c'était pas moi particulièrement. Moi, je connais enfin, beaucoup de codes, comment faire des affaires avec les Japonais. Je vais te raconter cette anecdote. En fait, si tu veux, quand j'étais chez Sphero, donc là, on revient chez Sphero, j'avais notre directrice marketing qui était venue faire une sorte de market visit ici sur la zone. Et donc, on avait prévu d'aller au Japon. Mhm. Donc, américaine, qui avait jamais voyagé en Asie, etc. Et donc, moi, entre guillemets, je l'avais un peu préparé à venir ici. Et puis, je lui avais dit, écoute, sur le Japon en particulier, à la fin de chaque meeting, en fait, il y a toute Ce sorte de rituel, chorégraphie, en ouais, fait, ouais, chorégraphie. rituel, D'accord. où,
pour se dire au revoir, déjà, on se serre pas la main, on fait pas la bise, c'est pas comme en La bise, Europe. ouais, tu peux essayer, ouais. Et en fait, il faut se pencher en avant. Donc, tout dépend. Faire une Si sorte t'amènes à une la sorte de porte, courbette, quoi, comme on dit, ouais, ouais. ouais, une petite courbette, ouais. Si t'amènes à la porte de sortie du bâtiment, bah, tu fais ça à la porte de sortie. Ou si t'amènes à l'ascenseur, tu dois te pencher jusqu'à temps que les portes de l'ascenseur se ferment. Mhm. C'est simplement une forme de respect, en fait. Ouais. C'est la façon dont il fonctionne et on doit s'adapter à ça. Et donc, moi, je l'avais mis en garde par rapport à ça, mais sans me dire, bah, elle va prendre ça à la rigolade, en fait. Moi, je pensais qu'elle avait compris c'est ce qu'il fallait faire. Sauf que des fois, bon, c'est vrai qu'on rigole un peu et on se charrie un peu. Et il arrive qu'on se fasse des blagues à l'un à l'autre et elle a pensé que c'était une blague. Et donc, au premier meeting, le meeting se finit, tout se passe très bien, etc. L'acheteur super content. Et donc, voilà. Donc, je lui dis, écoute, c'est maintenant où il faut qu'on se penche en avant, etc. Et on se penche tous. Et là, elle a explosé de rire. Et il y a eu ce moment de gêne, si tu veux. Ben, nous deux, enfin, moi aussi, mais essentiellement, notre distributeur japonais et l'acheteur japonais, ils se sont demandé ce qui se passait, quoi. Parce qu'eux, ils n'ont jamais eu ce type de réaction, je pense, et je pense qu'ils l'auront jamais encore une fois. Mais donc, tu vois, il y a cette déconnexion au niveau culturel qui, des fois, peut faire défaut, et il faut faire vachement attention Ouais, non, très à clairement, tous ces au codes. Japon. Ouais. Moi, j'ai souvenir de voir des gens faire des courbettes comme ça au téléphone, quoi. Les Japonais, un Japonais qui parlait tout seul au téléphone et on sent que c'est tellement inscrit dans leur gène, dans leur culture, que ils faisaient des espèces de courbettes comme ça à la fin de la conversation, alors que bien sûr la personne n'était pas présente, quoi. Donc il y a des scènes assez hallucinantes au Japon, quoi. Et on a eu Ah, au d'ailleurs Japon, ouais. on a eu sur le podcast, je repense à plusieurs épisodes on a eu Frédéric Nouel, on a eu Alex Odajima qui nous ont parlé un peu de la culture du business au Japon, de ses rituels, de meetings, etc. Enfin, des cartes de visite, là, toutes les choses qu'on connaît aussi un peu en Chine, quoi. Quand on vient de Chine et qu'on arrive au Japon, on est encore dépaysé, mais on a quelques bases, on va dire. Mais ouais, non, c'est des sujets passionnants, quoi. Moi, dans le genre, j'ai souvenir d'avoir eu un couac une fois, j'avais fait une démo à SoftBank sur le salon de Barcelone, là, c'est quoi, le MW, comment il s'appelle, le gros salon du World smartphone. Mobile Congress. Ouais, World Mobile donc Congress. comme t'as Ouais. SoftBank qui est quand même la référence pour être distribué au Japon, quoi. Bah tu travaillais peut-être avec eux d'ailleurs, non? Sphero était pas distribué Ouais, par SoftBank, ouais. ouais, c'était Ouais. SoftBank le Et j'avais distributeur. donc je faisais une démo et j'avais un téléphone qui était un peu fêlé, quoi. L'écran était fêlé. Et donc les Japonais, ils sont toujours tirés à quatre épingles, on a des costumes, voilà. Enfin, et, j'ai vu, et bon, en général, ils contrôlent leurs émotions, je trouve. Mais là, j'ai vu d'un coup qu'il a tilté sur la fêlure de mon téléphone, genre choqué, j'étais disqualifié d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ce type qui peut faire une démo à SoftBank avec un téléphone fêlé, quoi. C'était voilà ma petite expérience moi de. Mais bon, là c'était de ma faute. Hein. J'étais quand même assez coupable, mais bon, les startups, on fait ce qu'on peut. Hein. Exactement. Ouais. Et les salons justement, donc dans mon expérience, les salons, ça restait un gros moyen de développement commercial et même pour garder justement la relation avec les distributeurs et les retailers. Donc on a parlé de Barcelone, mais bon, t'as bien sûr le CES qui est un peu le Saint Graal, donc le CES de Las Vegas qui est un peu le Saint Graal des salons du consumer electronics. Il y a l'IFA à Berlin. Quelle est toi ton expérience des salons? Est-ce que dans quelle mesure, enfin moi je l'ai vécu en ayant ma propre start-up, donc ça, voilà, j'étais plus de niveau de tes clients, on va dire. Mais toi de ton côté, enfin comment tu vois les salons, comment bien les utiliser, enfin vas-y un peu ton expérience des salons, quoi. Et peut-être quelques astuces concrètes pour le start-upper de demain qui veut aller au CES quand ça va réouvrir, comment réussir son salon. Alors, les salons, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça coûte énormément cher Surtout le pour les CES, ouais. Le marques. CES ça coûte la peau des fesses, ouais. Même un petit stand de rien du tout, on part sur des prix affolants. Et quand on est une petite boîte, ben, on n'a pas forcément tout ce cash de disponible à investir sur des salons. Donc forcément, on espère un retour sur investissement rapide. Donc c'est là où il faut pas se tromper. Il faut pas tomber dans l'euphorie et il faut faire une analyse pointue de toutes les personnes qu'on rencontre pendant ce salon parce que
on revient au point que j'ai fait précédemment, c'est on a tendance à vouloir faire confiance à tout le monde, sauf que il faut faire attention. Un salon, on est sur son stand et on voit des gens défiler toute la journée, quoi. Donc comment trouver les bons poissons, quoi. C'est ça la question, quoi. Ouais, donc il y a beaucoup de travail après le salon. Mhm. Donc demander à la boîte qu'on a rencontrée, enfin la personne qu'on a rencontrée, de nous donner, de nous envoyer leur présentation d'entreprise, des photos de comment ils vendent d'autres produits, d'autres marques sur leur marché, leur demander éventuellement des résultats de vente pour dire de faire une analyse complète et puis s'assurer qu'il y aura un suivi par la suite. Donc ça, c'est après le salon. Par contre, il faut préparer aussi les salons en amont. Donc s'il y a des personnes avec lesquelles on travaille déjà, il faut forcément organiser des face-to-face meetings, des meetings en face-à-face, pardon, pendant le salon. C'est l'occasion de rencontrer les personnes avec lesquelles on travaille sur certains marchés, qui des fois, il se peut que des marques travaillent avec une personne en Thaïlande parce qu'ils ont communiqué par email, ils ont fait 2-3 téléconférences, etc. Sauf qu'ils se sont jamais rencontrés en personne. Donc ça, c'est important de construire ce relationnel pendant les salons. Et voire même d'aller dîner avec tes partenaires les plus importants de soir. Enfin voilà, toute l'industrie est présente au même endroit au même moment, donc c'est l'occasion, quoi. Exactement. Mais nous, ce qu'on met en avant, c'est nous, quand on fait les salons avec les marques, forcément, on amène toutes nos connexions directement sur les stands. Donc, on amène une sorte de qualité au niveau connexion qui est déterminée de notre part. En fait, on sait que c'est des personnes de confiance et avec lesquelles tout va bien se passer. Par contre, quand les boîtes ne travaillent pas avec une personne qui est experte sur la zone, c'est là où c'est compliqué. C'est là où on se dit est-ce que je fais confiance à cette personne? Il m'a donné une bonne impression, sauf que encore une fois, comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de beaux parleurs. Ou alors il y a des personnes qui vont arriver sur ton stand et qui vont te dire ah, vous avez déjà un distributeur en Australie, mais j'ai jamais vu vos produits. Pour moi, vous êtes pas avec la bonne personne, etc. Sauf que 9 fois sur 10, les produits sont bien sur le pays. Enfin, ils essayent de vendre un peu Ils ont leur technique, business. ouais. Ils ont leur technique, sauf que c'est des personnes, généralement, quand tu essaies de renier un peu tes compétiteurs sur la zone comme ça, C'est pas pour forcément moi, bon c'est pas signe, de ça. bon augure Ouais, à chaque ouais. fois. Ouais, Il c'est vaut pas mieux, forcément il vaut bon mieux avoir signe. des choses positives à dire sur soi-même que de critiquer les autres, quoi, comme argument, quoi. Exactement. Mais je Exactement. souligne ton côté, là, préparer en amont, parce que ça, je pense que c'est clé et que toutes les startups font cette erreur un peu, surtout au CES, quoi. Le CES, il y a un peu tout et n'importe quoi, en fait. Il y a plein de curieux qui viennent au CES. Moi, je trouve qu'une partie du travail au CES, c'est même de faire le tri quand t'as ton stand au CES entre les curieux qui, entre guillemets, ne servent à rien et les vrais clients à potentiel, quoi. Tu vois, faut vite poser une question. Non, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour cerner qui est la personne et pas perdre de temps avec des gens, entre guillemets, encore inutiles. Mais donc, d'avoir fait son travail à l'avant pour moi, c'est hyper important de savoir qui on veut rencontrer au CES, même si on est une toute nouvelle start-up, d'essayer d'avoir contacté les gens en avance et d'avoir fixé des rendez-vous, quoi. Donc, on peut miser sur la chance pour avoir quelques rendez-vous en bonus qui vont se faire par la chance avec des rendez-vous utiles. Mais pour moi, là, il y a au moins la moitié, si ce n'est plus, qui doit être préparé en amont sur le CES, quoi. Exactement. Ouais. T'es Donc, d'accord? par Ouais. exemple, si la boîte a été contactée par un distributeur japonais avec laquelle ils ont communiqué et, par email, tout se passe bien, mon conseil, ça serait avant de signer un contrat, s'il y a un salon qui est proche, essayer de rencontrer cette personne en face à face pour dire de clôturer le deal, parce que c'est là où ils vont avoir la confirmation que c'est la bonne personne avec laquelle travailler. Enfin, Et de faire une belle photo, quoi. Moi, j'avais fait ça avec le distributeur japonais, justement. Il avait tenu à faire une photo, on se serrait la main, là, le côté officiel, etc. Ça, j'en ai fait plusieurs aussi, je peux te dire. Mais ouais, donc voilà, il y a une préparation en amont, il y a un suivi par la suite. Il y a des aides aussi qui sont disponibles parce que je sais qu'on a beaucoup de, enfin, je pense que tu as beaucoup de
startups qui te suivent sur le podcast, je pense qu'au niveau French Tech, etc., je pense qu'il y a des aides disponibles des fois. Mhm. Donc, s'il y a des supports que les marques dont les marques peuvent bénéficier, je pense que faut pas hésiter parce que ça peut coûter vachement cher de faire des salons. Ouais, non, il y a des aides à l'export, etc. en France qui sont pas mal du tout, c'est clair. On a une belle présence aussi sur le CES. Quand on parlait du CES et de la French Tech et le stand, la France, je crois, est en général la troisième nation représentée au CES après les États-Unis et la Chine. Donc c'est pas mal et hyper bien organisé avec la French Tech qui donne une belle visibilité, quoi. T'arrives directement, il y a une centaine d'entreprises, toutes dans la même zone avec un habillage French Tech. Alors après, le côté négatif, c'est que pour moi, il y a un peu de tout et n'importe quoi. On voit un peu des tire-bouchons connectés, je dis ça, c'est des trucs parfois un peu inutile, quoi. Je ressens qu'il y a des gadgets qui ont pris une subvention et qui se retrouvent à Las Vegas. Mais bon, je pense que l'outcome total est positif et ça donne une bonne impression, même si forcément il n'y a pas 100% de réussite, quoi. Mais donc ouais, je voulais souligner ça, quoi, la French Tech au CES. Je sais pas si toi t'as dû déjà passer les voir. Enfin, tu dois connaître aussi cette zone. Ouais, il y a énormément et en plus, il y a énormément de boîtes françaises qui sont représentées au CES et ça, avant, en pré-Covid, il y avait, c'est la zone continue à grandir et grandir à chaque fois de la French Tech sur le CES de chaque année. Après, ce qui est affolant, moi, je me pose toujours la question quand on fait ces salons, on rencontre des milliers de boîtes qui sont représentées sur ces salons. Mm-hmm. Sauf que la réalité derrière, tu te dis, c'est un produit que par la suite, j'ai jamais retrouvé sur le marché. Donc, ou alors je me dis, mais cette boîte, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle n'a jamais existé ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore une fois, ça c'est aussi dû au rendez-vous les nominations au niveau distribution, retail, tout ce qui se passe par la suite. C'est entre guillemets, c'est live or die, donc mourir ou survivre. Donc Il y en ouais, a c'est beaucoup qui super. meurent, ça c'est clair. Ouais. Il y en a beaucoup qui meurent parce qu'encore une fois, ils n'ont pas fait ce travail d'analyse profonde et de s'assurer que la marque est entre de bonnes mains. Et Non, donc mais ça, c'est super important. tu fais bien de le souligner, hein, parce que d'avoir un bon produit, c'est une chose, mais de gérer tout l'aspect distribution, etc. Voilà, je ne peux qu'apporter de l'eau à ton moulin, etc. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, quoi. Mais ouais, sur la taille du CES, je crois, il me semble que c'est 300 000 personnes, hein, sur 3-4 jours, donc je sais pas combien d'exposants, mais on peut pas techniquement, je pense, faire, en tant que visiteur, voir tous les stands du CES n'est pas possible, quoi. Je pense que c'est tellement grand que c'est vraiment immense, Impossible. quoi. Et après, on a aussi, mais bon, c'est marrant, quoi, le CES avec Las Vegas, etc., qui est quand même un cadre assez amusant si on n'a jamais été, donc c'est quand même un truc à faire, quoi, aller voir une fois le CES. Je conseille. Même mieux de conduire depuis San Francisco. On peut arriver en avion à San Francisco et après conduire à travers la Death Valley, la vallée de la mort, pour aller jusqu'à Las Vegas. Ça prend peut-être une journée de voiture, mais c'est un truc assez marrant à faire. On traverse vraiment des déserts, etc., des paysages de western, des villes où on retrouve la configuration des villes de western comme dans les films avec la rue centrale. Maintenant, les bâtiments sont modernes, mais on retrouve la configuration, quoi. Mais sans transition, je repars sur Berlin, parce qu'il y a quand même l'IFA qui est aussi un autre salon clé et qui a un style un peu différent du CES, je dirais, quoi. Alors le CIS donc c'est en janvier, c'est la première semaine de janvier, donc juste après les fêtes, c'est là où c'est un peu lourd pour beaucoup de monde parce qu'on sort des fêtes et il faut se lancer sur un gros salon direct. Mais ça permet de préparer l'année en amont. Et donc IFA qui est début septembre, première semaine de septembre généralement. Là c'est un peu la confirmation des 6 premiers mois de l'année. Et c'est la finalisation de tout ce qui va se passer pendant Noël, donc pendant les fêtes. C'est là où la plupart des boîtes feront leur chiffre d'affaires. La spécificité de IFA, pardon, c'est que c'est un salon qui est à Berlin, donc en Europe. C'est vachement porté sur la zone, donc essentiellement les acheteurs européens qui vont à ce salon, alors que le CIS c'est beaucoup plus international. Moi, par expérience, tout ce qui est, tous mes contacts asiatiques, je sais que ils font plus le CIS que l'IFA. Mm-hmm. Sinon, ça fait beaucoup de salons.
Donc, euh, donc voilà. Mais D'accord. au niveau Europe, IFA, c'est super, super important. Et avec moi, j'ai eu l'impression que c'était plus business, quoi. Qu'au CES, voilà, justement, il y a des médias, il y a des curieux, comme je le disais, quoi. C'est un peu la grande foire. Bien sûr, tout le monde, les gens importants sont là aussi, mais voilà, c'est plus large. L'IFA, j'ai l'impression que c'est plus vraiment des distributeurs. On est là pour parler affaires, faire du business, quoi. Donc ça peut être Ouais, en assez fait, efficace. IFA, les premiers jours, c'est essentiellement ouvert au business. Mhm. Et je pense que c'est les 2 derniers jours, si je me souviens bien. Donc, IFA, c'est un long salon. C'est plusieurs jours, c'est 5, 6 jours, c'est fatigant. Ce qui est dur, hein. Pour les exposants, on Euh, s'imagine pas, mais au bout de deux, ah, trois c'est, jours, debout, à parler à combien, je sais pas, à des centaines de personnes par jour, quoi. C'est être sur un salon, c'est avoir des gens qui arrivent toutes les 5 minutes, répéter le même speech, et faire ça toute la journée, exactement. des dizaines, des centaines de fois. Donc au bout de 2, 3 jours, en général, on n'en peut plus. Donc 5, 6 jours, là, c'est un marathon, quoi. IFA, c'est toujours un marathon. En plus, on est en Allemagne, donc je te raconte pas les bières coulent à flot après le salon, etc. Donc, Bon, je sais pas si c'est pire que Las Vegas, c'est, hein, tout est, tout est relatif. ouais, tout est relatif. Après, tu vas me dire. Mais non, pour finir là-dessus, IFA, non, ils ouvrent au public simplement les 2 derniers jours ou simplement le dernier jour, je m'en souviens plus. Ça Mhm. fait un bout de temps maintenant. À cause du Covid, ça fait un bout de temps. Et donc, ouais, ce qui permet que ce soit un salon vachement quali au niveau connexion business. D'accord, ok. Et revenons à l'Asie. Donc, on a commencé à aborder un peu le côté, enfin, les différences culturelles, etc. Tu as parlé du Japon, de l'Australie. Mais j'imagine que toi, tu dois un peu découper la zone quelque part. Enfin, comment tu ferais? Parce qu'il y a la Chine qui est un gros morceau, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a Australie-Nouvelle-Zélande. C'est quoi ta découpe de la zone et peut-être des spécificités ou comment aborder la zone? Aussi, une marque, elle va se dire, est-ce que j'attaque, tout le monde rêve de la Chine? Est-ce qu'il faut foncer sur la Chine? Ou est-ce qu'au final, non, le Japon est peut-être aussi intéressant? Enfin, explique-nous un peu tout ça. Alors nous, à la base, quand on travaille avec une nouvelle marque, déjà on essaie de se mettre au diapason, on essaie de comprendre les budgets disponibles aussi. Mhm. Parce que s'implanter sur une zone comme l'Asie, c'est beaucoup plus compliqué que s'implanter sur l'Europe, essentiellement du fait que en Europe, donc il y a une certification de produit qui s'appelle CE, qui permet CE, ouais. aux marques, ouais, de s'implanter sur l'ensemble de la zone Europe. Mhm. Sauf qu'ici en Asie, c'est des certifications par pays. Donc c'est des coûts supplémentaires à chaque fois. Il y a aussi tout ce qui est localisation au niveau du packaging, au niveau des manuels d'instruction, au niveau de l'application, si c'est un produit IoT, parce que si tu as une application, par exemple, juste en anglais, et que tu essayes d'aller sur les marchés chinois, japonais, même coréens, c'est compliqué. Mhm. C'est pas impossible, mais ça veut dire que euh, peut-être, comment dire, la cible potentielle est beaucoup, enfin, elle est réduite, elle est réduite de beaucoup, on va dire. Ouais. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte en amont, mais pour parler spécifiquement, les marchés les plus porteurs ici, la plupart du temps, donc c'est l'Australie, Nouvelle-Zélande en tant que zone. La Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit pays, mais en Australie, il y a énormément d'affaires à faire. Pourtant, c'est pas une Euh, très grosse population, non? Il y a combien d'habitants en Australie? 25 millions à peu Ouais, près. ouais. Mais ça reste un marché Euh, intéressant, quoi. Comparé à Ça tous reste un ces marché super mastodontes, intéressant. en Asie, on parle vite en centaines de millions, donc. Ouais, parce qu'en fait, ils ont des revenus. Enfin, tu vois, le niveau de vie en Australie, il est quand même assez élevé. Mhm. Niveau des revenus, il y a énormément de gros revenus, donc c'est un marché porteur. Et c'est occidental, quoi. Après, il y a C'est un pays aussi culturellement plus proche, forcément. exactement Mhm. qui suit un peu les tendances américaines, Royaume-Uni, etc. Donc, si un produit marche aux États-Unis, il y a de grandes chances qu'il marche en Australie de la même façon, quoi. Mhm. D'accord, ouais. Et puis c'est un marché plus simple d'accès pour les marques parce que si tout est en anglais, il n'y a pas de souci. Euh, Après, il y a forcément le Japon qui est un très très gros marché. Pareil, des revenus importants, une grande population, des comptes comme Amazon. Donc, Amazon qui est
le numéro un mondial en ligne, on va dire. Et je pense que le Japon, donc ils sont certainement premiers sur la zone Asie, mais ils doivent être quatrième devant le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne. Donc Amazon qui génère énormément de business pour le Japon. Et puis après, tu as des marchés comme la Corée qui sont aussi intéressants. La Chine. Donc la Chine, ça a beaucoup de spécificités. Mhm. Un très, très, très gros marché. Les tendances de vente évoluent beaucoup plus vite que n'importe où. Ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle le live streaming. Donc c'est un peu comment on appelait ça en France, l'achat, le téléachat à la télé, sauf que maintenant tout est en ligne. Mhm. Donc avec les plateformes de vente en ligne comme Tmall et JD.com. Typiquement, ça va être, je sais pas, une fille devant sa webcam en train de te vendre un produit, etc. En live, quoi. Qui fait la promo, ouais, voilà, qui te fait la promotion du produit, qui te démontre le produit par A plus B, qui te montre toutes les spécificités, etc. Mais avec un côté social, quoi. C'est sur les réseaux sociaux que c'est diffusé et voilà. t'es follower de cette personne, donc il y a une espèce de lien de confiance qui s'est installé. Enfin voilà, il y a cet aspect-là, quoi. Ouais, donc ouais, en fait, ces personnes ont des communautés de followers qui sont diverses. Donc ça peut être donc sur notre créneau donc du consumer electronics, mais il y a des personnes qui font essentiellement des produits bébés ou alors des produits cosmétiques, etc., etc. Mm-hmm. Il faut trouver ces bonnes personnes qui ont le réseau, les followers derrière, et des fois les résultats peuvent être impressionnants. Moi, je sais qu'il y a certains distributeurs qui arrivent à vendre plusieurs milliers d'unités de produits en même pas 30 minutes, quoi. 30 minutes de live streaming c'est un peu le donc suivi voilà, des KOL, quoi. Ce qu'on appelle en Chine les KOL, les influenceurs. Au début, ils étaient juste sur Instagram ou l'équivalent à faire des photos et à faire du product placement, ça on appelle ça. Maintenant, ils le vendent directement quelque part. C'est l'étape d'après, quoi. Exactement. Ils profitent de leur réseau, de leur communauté pour vendre du produit et prendre une commission au passage aussi. Donc, c'est super fructueux pour eux et aussi pour les marques parce que ça leur permet de toucher une catégorie d'acheteurs en one shot et de vendre pas mal si ça marche bien. D'accord. Et toi, comment tu fais? T'as des distributeurs qui, eux, peuvent organiser ça sur la Chine? Ouais, donc moi je travaille avec des distributeurs qui connaissent ces personnes, ou alors des fois ils font même en interne pour dire de couper les coûts entre guillemets entre deux, et donc ils embauchent dans leur département marketing, ils embauchent des personnes qui toute la journée font du live streaming et qui essayent de vendre les produits distribués par cette société. D'accord. Donc, ok. ouais. Après, il y a l'Asie du Sud-Est. Donc, toi, tu es basé à Hong Kong, mais après, il y a toute une zone qui s'étend, on va dire, de Hong Kong à Singapour. Donc, avec la Thaïlande qui doit être un marché important. Enfin, Singapour, est-ce que c'est pas mal géré depuis Singapour, l'Asie du Sud-Est, justement? Enfin, décris-nous un peu la zone. Ouais, alors moi, ce que je dis à chaque fois sur l'Asie du Sud-Est, ça paraît pas comme une priorité au niveau développement commercial dans l'esprit des marques la plupart du temps. Sauf que c'est des marchés qui sont un petit peu plus simples à pénétrer parce que tu peux t'en sortir avec l'anglais sur la plupart du temps sur la plupart des marchés. En Thaïlande, l'anglais est vachement accepté. Philippines, c'est pareil. Malaisie, c'est pareil. Singapour. La Thaïlande est plus anglophone que d'autres pays d'Asie, quoi. Parce qu'il y a des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, où vraiment on sent que c'est anglophone en partie. Mais la Thaïlande, ça reste un pays asiatique, entre guillemets, normal, quoi. Moi, j'ai rarement vu de produits ou de marques qui font de la localisation en langue thaï, parce que c'est pas nécessaire, quoi. C'est pas nécessaire, non. Tu vises, ça reste des pays où tu vises une sorte de classe sociale supérieure, assez riche, mais qui est assez limitée, quoi. C'est des pays qui sont récemment développés par rapport à l'Europe, quoi. Et donc cette classe, les gens qui vont acheter ce genre de gadgets assez cher, hein, surtout là-bas. Par rapport au niveau de vie local, t'es vraiment dans la partie supérieure. A priori, ils parlent bien anglais, quoi. Ça va être un peu ça la logique, quoi. Ouais, voilà, il y a peu de gens riches qui parlent mal anglais.
Ouais, tu Ou, vises les 2-3% de la ouais. population avec des revenus Ou importants s'ils sont riches et qui, qu'ils parlent mal l'anglais, ils achèteraient pas tes gadgets, quoi. Ça doit être des, des nouveaux riches au fin fond de la Thaïlande qui a peut-être d'autres trucs à faire que d'acheter des gadgets électroniques. Je suis dans exactement. les stéréotypes, je sais pas, j'essaie d'analyser à haute voix, mais il doit y avoir un peu de vrai dans ce que je dis. Mais donc, ouais, donc tu vois, ce que je dis aux marques à chaque fois, c'est que bon, voilà, c'est des marchés, faut pas les ignorer. Il faut essayer de, encore une fois, trouver les bons partenaires. Et quand on les additionne tous à la fin de l'année, ça peut représenter quelque chose sur le bilan comptable de la société parce que ben, c'est peut-être pas des gros volumes, mais additionner tous ensemble, ça peut représenter Hmm. un certain volume, Mais quoi. donc c'est du travail, quoi. Ça veut dire que voilà, tu dois être sur la zone et gérer tous ces pays, des distributeurs dans chacun de ces pays. Donc c'est un travail conséquent et qui serait pas évident à faire pour les marques, quoi. J'ai l'impression de faire ta pub, Ouais, hein. voilà. Je ne suis pas rémunéré, mais pour avoir un peu travaillé dans l'industrie, je peux vivre le truc, donc je me permets de le souligner, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, c'est plus de comptes à gérer, mais bon, c'est pas ça le problème au final. Nous, on est habitués, mais ouais, voilà. Après sur ces marchés, encore une fois, il y a sur le Japon, sur l'Australie, parce que c'est des gros marchés, tu trouveras plus d'options, donc tu as plus de choix au niveau de distribution. Sur ces marchés-là, il y a moins d'options parce que ben, c'est des marchés plus petits, plus restrictifs, donc il faut trouver les bonnes personnes. Mhm. Ok, ok, d'accord. Et donc en termes de stratégie, donc tu as commencé à répondre à la question, tu vois, mais pour une marque qui arrive, est-ce qu'il faut choisir quel est le bon pays, par où commencer, dans quel ordre, donc d'un point de vue géographique, et après il y a le côté online versus offline aussi, tu vois, comment tout ça se goupille, avec aussi les différentes plateformes qui existent sur ces différentes zones. Alors moi, ce que je Vaste conseille, question, hein, enfin, on va pas, mais sujet important. la plupart du temps, les marques ont déjà une base au niveau anglais, que ce soit au niveau du produit, du packaging, etc. Mhm. Donc, si les fonds ne sont pas disponibles au tout début, il faut essayer d'aller chercher ces marchés anglophones. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour, toute l'Asie du Sud-Est. En allant chercher ces marchés, ça va permettre à la société de générer de nouveaux revenus. Mm. Et donc moi, ce que je suggère à chaque fois, c'est si les fonds ne sont pas disponibles, démarrer sur ces marchés et puis par la suite réinvestir les résultats obtenus sur des autres marchés comme le Japon où il y a beaucoup plus de, comment dire, De de travail de customisation localisation à à faire. faire, ouais. Mm. Voilà, exactement. Au niveau certification, encore une fois, aussi. Et puis après, la Chine, la Corée, mais on peut y aller à tâtons, on peut y aller en vitesse maximale dès le début. Moi, je travaille aussi avec des marques qui ont des gros budgets et qui veulent s'installer partout en même temps. Donc Mhm. c'est là où il faut donner la priorité aux marchés les plus porteurs pour avoir le plus de retour sur investissement. Donc voilà, c'est en fait on s'adapte aux marques, les budgets, leur stratégie de développement commercial derrière. Si elles n'en ont pas une, c'est nous qui la créons pour eux pour la zone. Mhm. Mais tout dépend des budgets disponibles, je dirais. Mhm. Après, pour D'accord, ouais. répondre à ta question sur le online offline, le online s'est vachement développé cette année là, cette année de Covid, enfin même plus qu'une année, parce que la plupart des magasins ont été fermés. Donc le online, c'est le grand gagnant, on va dire, du Covid. Donc il y a des plateformes super importantes sur la zone comme Shopee et Lazada sur l'Asie du Sud-Est. En Chine, c'est JD.com, donc JD.com ou Tmall. Au Japon, c'est Amazon et Rakuten. En Australie, il y a aussi Amazon, sauf qu'Amazon, ils sont arrivés tard en Australie. Il y a déjà d'autres plateformes en ligne qui sont déjà bien implantées sur l'Australie, dont notamment Kogan ou Catch Up de Bay. Donc Amazon sont un petit peu en retard, sauf qu'on connaît le pouvoir d'Amazon. J'utilise toujours l'expression que c'est un géant qui dort, parce que peut se réveiller du jour au lendemain et emballer tout sur son passage. Donc, en ligne, c'est vachement important. Et après, il y a aussi
le retail est toujours malgré tout important parce que ça donne de la visibilité aux produits Mhm. et ça permet des fois d'essayer ou de mettre en avant le produit avec des displays qui permettent d'éduquer le consommateur final par rapport au produit, etc., etc. Donc, C'est quoi il le faut, ratio en termes de vente en général? Ça se découpe comment entre le online et l'offline? écoute, c'est difficile de répondre à ça parce que ça dépend les marchés. Ouais. Je peux te dire que Amazon, normalement, 50% de ton volume d'affaires devrait être sur Amazon. Mhm. Au Japon, il se peut que ça soit plus, même parfois. En Asie du Sud-Est, c'était plus du 80-20. Donc 80 le retail et 20% en ligne. Sauf que ce ratio a changé en faveur du en ligne à cause du Covid. Euh, donc ouais, c'est compliqué en fait. Ça dépend des marchés, sauf que la conclusion ici, c'est que le en ligne commence à prendre beaucoup d'espace dans l'esprit des consommateurs finaux et au même au niveau des marques, parce que les marques vendre en ligne, tu retiens beaucoup plus de marge que vendre au niveau retail, parce que c'est des mangeurs les revendeurs retail, parce qu'ils demandent énormément. Et si tu n'as pas forcément les retours, ça peut coûter cher de faire du business avec Mhm. le retail. D'accord. Et donc justement en termes de marge, parce que ça c'est aussi un problème récurrent, surtout sur les jeunes startups qui ne prévoient pas forcément même en avance la structure de prix adéquate, quoi. Donc ce que j'appelle structure de prix, c'est que tu vas avoir un coût de production du gadget, mais ensuite entre le coût de production et le coût final, donc vendu au consommateur final avec la TVA incluse et tout. Je sais pas ce que tu en penses, mais souvent on dit qu'il faut compter presque un x5, que le coût de l'usine jusqu'au prix final, si ça sort à $10 de l'usine, il faut que ça puisse être vendu à $50 ou plus, quoi, pour avoir assez de marge à donner aux différents intermédiaires dont on a parlé, donc le distributeur, le retailer, voire toi par exemple, il faut aussi payer ton salaire à toi. Quelle est ta vision de cette structure de prix? Enfin, tu vois, quels sont tes conseils, hein? Ouais, c'est une bonne référence, le x5. Mhm. Après, il y a encore Si des on a plus, si on a plus, c'est, spécificités. si on a plus, c'est mieux, hein, faut pas... Ouais, si on a plus, c'est mieux, c'est toujours mieux. Euh, mais il y a tellement de spécificités avec au niveau des taux de change entre le dollar et les monnaies locales, comment dire, les coûts d'importation donc, sont aussi différents sur chaque pays selon les T'as des catégories de taxes produits. d'import différents sur chaque pays, quoi. Ouais, il y a ça. Mhm. Qui sont dans c'est quel ordre Au de niveau, grandeur, les taxes d'import que tu vois? c'est pas énormément, ça va de 5 à 15, on va dire, mais Mhm. 15, c'est vraiment exceptionnel quand c'est un produit avec des spécificités, par exemple des matériaux comme le cuir, etc. Donc, si on part sur des coques iPhone avec du cuir, ça peut être un peu compliqué parce que c'est du cuir. Donc, tu as une taxe beaucoup plus importante. Et généralement, ça reste autour de 5%, on va dire. Mhm. Et après, tu as tout ce qui est VAT, donc la TVA? taxe ouais, TVA, ouais, qui est aussi variable selon chaque pays. Donc il y a ces éléments à prendre en considération. Les retailers, eux, prennent entre eux, on va dire, allez, pour faire du grosso modo, entre 30 et 50% de marge. Mhm. Donc encore une fois selon la catégorie produit, selon le revendeur, etc. Et le en ligne, ça va de 15% jusqu'à 25, peut-être 30 maximum dans le pire des cas. Donc, tu vois, comme je disais, on retient plus de marge quand on fait du en ligne. Et la différence de marge, elle peut être réinvestie au niveau marketing pour dire de pousser les ventes sur le en ligne à travers de pubs, social media ou alors simplement essentiellement en faisant du marketing Mhm. sur Amazon ou sur les plateformes en ligne. Donc des fois, c'est plus rentable de faire essentiellement du en ligne et de pousser les ventes que d'investir dans le retail, de faire des points of sales, donc des displays qui vont coûter une fortune aux marques et qui vont des fois qui seront pas utilisés dans les bonnes manières et qui seront qui seront balayés en deux temps trois mouvements Mhm. parce que les revendeurs font pas attention ou qui seront abîmés parce que le trafic, les consommateurs, ils vont le toucher à chaque fois. Donc ouais, c'est compliqué de faire du retail au jour d'aujourd'hui et ils demandent toujours de plus en plus et c'est un peu ce qui cause entre guillemets
allez, je vais pas utiliser ce terme, mais si je vais quand même l'utiliser, mais un peu la mort du retail parce que c'est trop compliqué de travailler avec le retail ces jours-ci et le retail a tendance à pas se réinventer de la bonne manière. Donc voilà. Mais entre guillemets, il faut quand même essayer de faire les deux en parallèle pour dire d'avoir la plus grande visibilité et essayer d'obtenir les ventes là où elles sont, quoi. Sachant que donc là, tu nous parlais de marge qui était pour le retail ou ce qu'on appelle le e-tail, donc le côté online. Mais il y a deux étages, quoi. Il y a cet étage-là qui a besoin de marge, et après il y a l'étage au-dessus qui est donc le distributeur, qui lui aussi va demander une marge, quoi. Ouais. Donc encore une fois, tu vois, la remarque que je faisais avant, comme quoi le distributeur c'est un partenaire d'affaires parce que c'est eux qui prennent les risques au final, parce qu'ils vont acheter les produits, ils vont les importer. C'est des produits qu'ils ont déjà payés s'il n'y a pas de comment dire, payment terms, des termes de paiement, etc. Donc eux, ils prennent les risques sans forcément garantie par la suite au niveau vente. Bon, si c'est un produit qui cartonne, forcément là, tu as les garanties, mais quand c'est un nouveau produit sur un créneau qui peut des fois être niche, c'est compliqué, ça prend du temps avant d'obtenir les ventes. Donc voilà, donc eux, forcément, ils ont aussi leur marge entre deux. Généralement, les distributeurs souhaitent conserver entre 15 et 20% de marge nette après les coûts d'importation, de taux de change, etc. Donc, c'est un peu parce que c'est un peu ça la le calcul référence. qu'il y a à faire quand on fait donc sa structure de prix. Donc voilà, il y aura forcément du transport là, d'autant plus qu'on est à l'autre bout du monde. Mais bon, les produits sont aussi souvent faits en Asie, donc à voir. Mais donc le transport, la première marge pour le distributeur, la marge pour le retailer, la TVA, les taxes d'importation. Voilà, il faut qu'il y ait c'est ce qu'on appelle une structure de prix, quoi. Il faut faire le calcul et il faut que tout ça puisse rentrer, d'où le x5, quoi. Et d'où l'idée pourquoi des produits qui en fait ne coûtent pas très cher. C'est un truc à savoir, quoi. On parle de consumer electronics, mais n'importe quel produit qu'on a autour de nous, bien souvent en fait, on se rend pas compte que le coût de production n'est qu'une fraction de ce qu'on paye à la fin, quoi. Ouais. En fait, tout ça, c'est discuté au préalable dès le début avec les marques. Tout est clair. Comme ça, on sait où on va. Quand on discute avec les distributeurs, on a tout ce calcul de prix qui est déjà fait et c'est nous qui devons donner le guide aux distributeurs. Et il y a toujours un petit peu de négociation. S'ils peuvent récupérer un dollar ou deux entre deux, ils vont pas se priver. Mais donc voilà, c'est tout ça, tout ce calcul de prix est calculé en amont. D'accord. Et après, je me pose une question, c'est quelle est un peu la marque parfaite, quoi? Parce que toi, ton job, c'est aussi de sélectionner les bonnes marques occidentales. Donc, tu commences à connaître à la fois le goût des consommateurs asiatiques, qui est clé. On en parlait un peu avec une invitée récemment du développement d'un consommateur type, mais sur l'Asie du Sud-Est. Je ne sais pas si c'est d'accord de dire qu'il y a une tendance qui se dégage sur l'Asie du Sud-Est avec un consommateur type qui devient presque un marché un peu unifié. Mais donc voilà, le goût des consommateurs, mais surtout comment sélectionner les bonnes marques. Et la question, c'est les marques qui nous écoutent, quoi. Aujourd'hui, la start-up française qui écoute ce podcast et qui réfléchit à l'Asie, comment savoir si leur produit est un bon fit pour l'Asie, quoi. Moi, j'ai tendance à dire que les bons produits, c'est les produits qui résout un problème commun, qui est universel, qui n'est pas forcément spécifique à la France ou à d'autres pays. Le tire-bouchon connecté est trop spécifique. Et quand on résout un problème, il y a tout de suite une valeur ajoutée qui est amenée au produit et le consommateur final s'y retrouve. Donc, si par exemple, comme Paperlike par exemple, tu vois, en fait, les gens n'aiment pas écrire avec l'Apple Pencil directement sur la tablette parce que c'est pas confortable et ça donne pas. Enfin, les gens sont tellement habitués à écrire sur du papier que c'est un feeling qui est pas agréable en fait. Donc, tu vois, c'est un produit simple qui résout un problème, mais c'est un problème utile. Enfin, c'est un produit qui est utile et qui va amener une amélioration de l'utilisation de la tablette au jour le jour. Donc, à partir de ce moment-là, si tu dépenses même 30, 40 euros sur un écran protecteur qui t'amène cette solution, le prix devient moins un obstacle que si tu devais acheter un produit
dont tu sais pas s'il il va t'aider à à améliorer ta vie au quotidien. En plus, c'est Nous, un ce qu'on produit est... qui surfe sur une vague. Enfin, c'est-à-dire que on a vu tout l'écosystème autour du smartphone, des accessoires du smartphone, toutes les coques, etc. Voilà, c'est un peu surfé sur la vague du smartphone et de l'iPhone en particulier, qui est porteuse, quoi. Donc le côté accessoire de se plugger sur un succès existant peut être intéressant, quoi. Donc là, t'es sur de la tablette, mais sur voilà les tablettes iPhone, les tablettes Apple, qui, comme tu le disais, ont été beaucoup vendues ces derniers temps, quoi. Ouais, voilà, tu peux dupliquer ton succès avec les tendances actuelles, donc les Mhm. tablettes, le télétravail, etc. Ouais. Donc, tu vois, enfin, nous, on cherche vachement à trouver des produits qui amènent une solution. Mhm. C'est pareil avec Osmo, les parents qui se plaignent que les enfants passent trop de temps derrière les écrans, au lieu de regarder des vidéos YouTube à longueur de journée ou jouer aux jeux vidéo. Autant les faire travailler, faire travailler leur cerveau en apprenant les mots, en apprenant le calcul, en apprenant des bases du codage de manière physique avec Mhm. le produit devant la tablette, mais aussi avec la tablette en Mhm. support. Donc voilà, Ce qui donc tu assure vois, on essaie de... que ça plaît à l'enfant, quoi. Vu qu'elle a quand même la tablette, ça garde ce côté ludique, etc. Il va continuer à jouer avec sa tablette, mais de manière, voilà, plus utile. Et avec un lien avec le réel. On le voit bien avec ton GoCube, là, ton Rubik's Cube, où voilà, sur la photo, les gamins, ils ont la tablette à côté, mais ils sont en train de jouer avec le cube, quoi. Ils sont pas les yeux rivés sur l'écran, quoi. Donc c'est un bon compromis, on va Exactement, dire, quoi. voilà, Ok. exactement. Ok, très bien. Bon, bah on a déjà couvert plein de sujets, hein. J'espère qu'on n'a pas été trop embêtant parce qu'on est rentré un peu dans les détails. Moi c'est ça qui m'intéresse, un peu de comprendre les tenants, les aboutissants du business, hein. Mais bon, on en aura peut-être perdu quelques-uns sur la structure de prix. J'imagine que ça ne passionne pas tout le monde, mais ceux que ça va intéresser, ça les intéressera beaucoup, je pense. Parce qu'on a quand même de comment bien réussir un salon, d'avoir sa structure de prix, comment attaquer les marchés asiatiques, etc. Je pense qu'on a eu quand même pas mal d'insights assez précis et qui ont de la valeur pendant cet épisode. Enfin, grâce à toi, hein, Aurélien, je te remercie. Mais pour conclure, je vais te demander de nous partager une astuce après ces 11 ans passés en Asie, à travailler sur tous ces pays. Est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie? Une astuce pour hacker l'Asie, Une je pense astuce ou pas une qu'il y en manière ait. de synthétiser ta pensée, ton expérience, hein, c'est au sens large du terme. Je pense qu'il faut, enfin nous dans notre cas, il faut faire confiance à des personnes qui sont expertes de la zone. Euh, Moi j'ai tendance à dire que, enfin s'il y a quelque chose que je connais pas ou que c'est pas mon domaine d'expertise, je préfère payer un petit peu plus pour un service, mais au moins avoir un retour, un retour sur investissement par la suite. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas un expert pour faire des présentations d'entreprise, etc., avec des belles plaquettes, etc. Donc, je travaille avec beaucoup de freelancers qui font toutes nos plaquettes Mhm. parce que je sais que c'est un service qui va m'être rendu. Et même si c'est un prix à payer, au moins, j'ai un résultat qui me satisfait à la fin. Mhm. Et C'est un bon au niveau investissement, quoi. de, ah, voilà, c'est un bon investissement. Et donc, il y a pas vraiment la bonne solution pour hacker l'Asie, mais au moins travailler avec des experts ou essayer de comprendre chaque marché de s'y implanter, comprendre toutes les spécificités, faire bien attention à tout ce qui est demandé. Des fois, ça peut paraître superflu, mais avoir la langue, par exemple japonaise, coréenne, chinoise sur un packaging spécial pour l'Asie, c'est super important. Parce que si tu crées simplement un produit avec de l'anglais, ou même des fois c'est les langues européennes, donc français, Allemagne et on va dire Espagne, enfin sur le packaging et tu mets le produit au Japon, bah, le consommateur final au Japon qui connaît aucune de ces langues, bah, forcément il va pas comprendre le produit et puis il va pas l'acheter. Mhm. Donc des fois il faut prendre un peu de recul et il faut faire beaucoup attention à toutes les spécificités qui sont demandées pour s'implanter sur la zone Asie. Ça, Mhm. c'est super important. Ça demande un Encore une fois, investissement, mais si c'est bien fait, d'aller trouver les bonnes personnes qui ont la bonne expertise, tu peux maximiser tes chances de réussite. Donc, a priori, voilà. ça fait Et puis, sens, ouais. Ouais. après, c'est toujours des investissements à la base. C'est, si je dépense, on va dire, $5 000 pour que mon produit soit prêt pour le Japon, quels sont les retours? Donc, Mhm. forcément, nous, on travaille sur un système
de forecast, donc planification, commande avec les clients sur 3 mois, 6 mois, sur l'année entière. Et après, nous, on pousse beaucoup derrière qu'il y ait des ventes vers le consommateur final, parce que les ventes, elles ne s'arrêtent pas au niveau du distributeur, encore une fois. Mais c'est de s'assurer que le produit est en parfaite condition pour arriver sur ces marchés. Et par la suite, c'est de trouver les bons partenaires et de trouver les bons experts qui vont permettre à la marque de bien s'étendre sur la zone et d'avoir un business profitable sur du long terme. Ok, super. Je te remercie Aurélien, on va s'arrêter là. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux ou une manière préférée de te contacter Alors, nous, on a un site internet qui est, comme tu l'as dit, www.unlock-epac, donc apac.com. Donc ça, c'est notre site internet. Mais on est vachement plus actif sur notre page LinkedIn. Donc pareil, vous pouvez chercher Unlock EPAC sur LinkedIn et vous allez nous trouver. Ou toi, Aurélien Joly, Joly. Ouais. Ou alors directement sur mon compte. Après, je mettrai les liens dans la description de l'épisode, donc les gens aussi pourront cliquer. Mais voilà, pour les impatients, ils ont toutes les infos. Ok, super. Exactement. Aurélien. Je te remercie. Bonne chance pour la suite et une prochaine alors. Salut. Merci Raphaël. Ciao. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!